J'ai vendu ta voiture. 4 mots prononcés avec une telle cruauté désinvolte qu'au début, j'ai cru avoir mal entendu mon fils. Antoine, qu'est-ce que tu as dit ? Ma voix semblait étrange dans la cuisine vide, trop aiguë et frêle face au bourdonnement de fond du réfrigérateur que Richard avait réparé à peine 3 semaines avant que son cœur ne lâche. La Peugeot, maman. Je l'ai vendue hier, j'en ai tiré 7 000 €, ce qui est plutôt bien pour une voiture de 10 ans. La satisfaction dans sa voix me serra l'estomac. J'ai déjà placé l'argent sur un compte que j'ai ouvert pour gérer tes finances. Tu dois être pragmatique maintenant que papa n'est plus là. Je m'agrippais au comptoir pour me stabiliser, fixant le papier peint délavé que Richard et moi avions posé ensemble lorsque nous avions acheté cette petite maison il y a 26 ans. La Peugeot avait été la fierté de Richard, une berline fiable qu'il avait entretenue méticuleusement, m'apprenant les bases de la maintenance pour que je ne sois jamais en panne ou abusé par des garagistes peu scrupuleux. Mais j'ai besoin de cette voiture pour le travail, réussis-je à dire, essayant de masquer la panique dans ma voix. L'hôpital est à l'autre bout de la ville, il n'y a pas de ligne de bus direct. Le soupir d'Antoine crépita dans le téléphone, impatient et dédaigneux. « Maman, sois réaliste, tu as 58 ans, devrais-tu même encore travailler à ton âge ? Et puis, l'assurance et l'entretien auraient été trop chers pour toi toute seule. » « Toute seule ?» répétai-je, les mots me paraissant étrangers. Richard était parti depuis exactement 17 jours. Et déjà mon fils me traitait comme une enfant incompétente, plutôt que comme une femme qui avait soutenu une famille et travaillé à plein temps pendant près de 40 ans. Écoute, j'ai fait des recherches sur les lignes de bus. Ça te prendra environ 1 heure et 20 minutes par trajet avec une correspondance. Tu commenceras ta journée plus tôt, mais l'exercice te fera du bien. Il parlait avec l'efficacité expéditive qu'il utilisait pour conclure ses contrats de vente. « Je t'envoie les détails par texto. Je dois filer. Réunion dans 5 minutes. » La ligne se coupa avant que je puisse répondre. Je restai immobile dans ma cuisine, portant encore ma blouse d'aide-soignante après une garde de 12 heures, entourée des plats et des cartes de condoléances arrivées après les funérailles de Richard. L'ampleur de ce qui venait de se produire s'insinuait lentement en moi. Mon fils avait vendu mon unique moyen de transport sans me le demander, sans même me prévenir, et il s'attendait à ce que je sois reconnaissante. Je m'affaissais sur une chaise de cuisine, mes jambes soudain incapables de me soutenir. Richard aurait su exactement quoi dire, comment gérer l'arrogance d'Antoine avec fermeté, mais sans créer de rupture familiale. Richard avait toujours été le tampon entre la vision de plus en plus matérialiste de notre fils et mes valeurs plus traditionnelles. Mais Richard n'était plus là. Cette pensée fit déferler sur moi une nouvelle vague de chagrin, une vague si puissante que je dus fermer les yeux pour y résister. Quand je pus de nouveau respirer, je saisis mon téléphone pour appeler Martine, la plus vieille amie de Richard et l'avocate de notre famille. Si quelqu'un savait quoi faire, c'était bien elle. Mais mon doigt plana sur son contact sans appuyer. Qu'allais-je dire exactement ? Que mon fils adulte avait vendu ma voiture sans permission et que je ne savais pas comment lui tenir tête. L'humiliation me brûlait la poitrine. À la place, je posais le téléphone et me dirigeais vers la fenêtre qui donnait sur notre modeste allée. Le rectangle de béton vide où la Peugeot s'était fidèlement garée pendant la dernière décennie me narguait de sa nudité. Richard la garait toujours selon un angle parfait pour que je puisse reculer plus facilement. Les implications pratiques des actes d'Antoine commencèrent à déferler dans mon esprit. Ma garde à l'hôpital commençait à 7 heures du matin. Pour arriver à l'heure via le trajet de bus qu'Antoine avait mentionné, je devrais quitter la maison à 5h30. Je rentrerais après 20 heures les soirs de garde tardive. En hiver, les 2 trajets se feraient dans l'obscurité totale. Puis une autre prise de conscience me frappa avec une clarté stupéfiante, la carte grise de la voiture. Richard avait été méticuleux avec la paperasse. Pour notre 30e anniversaire, il avait mis la carte grise de la Peugeot uniquement à mon nom. Une chose de moins à t'inquiéter, s'il m'arrive quelque chose, avait-il dit à l'époque. Antoine avait-il seulement vérifié les papiers du véhicule avant de le vendre ? Avait-il le droit légal de vendre un bien qui n'était pas le sien ?
Je me dirigeai rapidement vers le classeur dans la chambre d'amis où Richard gardait tous nos documents importants. Le dossier du véhicule avait disparu. Mes mains se mirent à trembler alors que je cherchais plus frénétiquement dans les sections soigneusement étiquetées. Assurance, médicale, acte de propriété, garantie. Toute la section automobile avait été retirée. Antoine avait dû prendre les documents quand il était passé la semaine dernière, soi-disant pour aider à organiser les papiers de son père. J'avais été reconnaissante à l'époque, trop accablée par le chagrin et l'épuisement pour me demander pourquoi il avait besoin d'emporter quoi que ce soit. Je m'assis sur le bord du lit, le côté de Richard encore intact, ses lunettes de lecture toujours sur la table de chevet. L'ampleur de la trahison de mon fils s'étendit comme une tache sombre. Ce n'était pas impulsif, c'était calculé. Il avait délibérément pris les documents, vendu un véhicule qu'il n'avait pas le droit de vendre, et avait eu l'audace de présenter cela comme une aide. Mon téléphone vibra avec un texto entrant. Antoine avait envoyé un horaire de bus compliqué avec plusieurs correspondances, pas la seule qu'il avait mentionnée. Le trajet prendrait en réalité près de 2 heures dans chaque sens. La dernière ligne disait « L'exercice et l'air frais te feront du bien. Il faut qu'on prévoie un moment pour trier les outils de papa dans le garage aussi. Je peux probablement en tirer un bon prix. » Ces outils, les outils chéris de Richard, collectionnés pendant plus de 40 ans en tant qu'artisan mécanicien. Les outils qu'il avait utilisés pour enseigner les bases de la mécanique aux jeunes du quartier chaque été. Les outils qui étaient des extensions de ses mains habiles et compétentes. Quelque chose changea en moi à ce moment-là. Le chagrin se transforma en une colère froide et claire que je n'avais jamais ressentie auparavant. Richard n'aurait pas voulu que je souffre en silence. Il se serait attendu à ce que je me défende. Je repris mon téléphone, mais cette fois, je n'hésitai pas. « Martine, » dis-je quand elle répondit, « j'ai besoin de ton aide, et j'ai besoin de savoir s'il y a un moyen d'accéder à la boîte à gants de la Peugeot sans avoir la voiture. » Martine arriva chez moi 40 minutes plus tard. Ses cheveux argentés tirés en arrière dans son chignon habituel et strict, un portefeuille en cuir sous le bras. À 72 ans, elle exerçait encore le droit à temps partiel, spécialisée dans les droits des personnes âgées et la planification successorale. Elle et Richard étaient amis depuis le lycée, liés par un amour partagé pour les voitures classiques et la justice à parts égales. « Il a fait quoi ?» demanda-t-elle après que je lui ai expliqué la situation, sa voix s'élevant d'indignation. Elle arpentait mon petit salon, le parquet grinçant sous ses chaussures raisonnables. « Antoine a vendu ta voiture sans permission, sans même te consulter. Il dit qu'il a mis l'argent sur un compte qu'il a ouvert pour moi. » Expliquai-je, entendant à quel point cela sonnait pathétique, même en prononçant les mots. Les yeux de Martine se plissèrent. « Un compte que tu ne contrôles pas, je suppose, un auquel il a accès. » Je hochai la tête, la honte me chauffant les joues. Quand étais-je devenue cette personne, ce paillasson sur lequel mon propre fils se sentait à l'aise de marcher? Eliane. Martine s'assit à côté de moi sur le canapé, prenant mes mains dans les siennes. Ce n'est pas seulement inapproprié, c'est illégal. La Peugeot était à ton nom, pas au sien. Il n'avait aucun droit légal de la vendre. Il a pris tous les documents de la voiture dans le classeur de Richard, dis-je. Je pense que c'est pour ça que j'avais besoin d'accéder à la boîte à gants. Richard y gardait toujours des duplicata des papiers importants. Un petit sourire se dessina au coin de la bouche de Martine. Richard était toujours préparé à toute éventualité. Ça me rendait folle au tribunal, mais c'est ce qui faisait de lui un si bon mécanicien. Elle serra mes mains. « Mais il y a autre chose que tu devrais savoir, Eliane. Quelque chose que Richard m'a demandé de ne pas te dire, jusqu'à ce que cela devienne nécessaire. » Je sentis un frisson me parcourir malgré la douce soirée de printemps. « Qu'est-ce que c'est ?» Richard était venu me voir il y a environ 3 mois. Il avait eu des douleurs thoraciques. « Quoi ?» l'interrompis-je, un nouveau chagrin et une nouvelle culpabilité m'envahissant. Il ne me l'a jamais dit. « Il ne voulait pas t'inquiéter, » dit doucement Martine. « Tu sais comment il était, toujours à protéger tout le monde. Le médecin lui avait donné quelques avertissements concernant son cœur. Et Richard, il voulait s'assurer que tout était en ordre, au cas où. »
Elle ouvrit son portefeuille et en sortit une enveloppe scellée avec mon nom écrit dessus de l'écriture familière et précise de Richard. Il m'a demandé de te donner ça s'il lui arrivait quelque chose, et si Antoine commençait... Eh bien, si Antoine commençait à se comporter exactement comme il le fait maintenant. Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe. Elle semblait substantielle, contenant plus qu'une simple lettre. Avant que tu n'ouvres ça, continua Martine, nous devons nous concentrer sur la récupération de ta voiture. Sais-tu à qui Antoine l'a vendue ? Je secouai la tête. Il n'a pas dit, juste qu'il en avait obtenu 7 000 €. Martine sortit son téléphone. Quel est le numéro d'immatriculation ? Je le récitai de mémoire. Richard avait insisté pour que je connaisse toujours nos numéros de plaque, le vin et les détails de l'assurance. Martine tapa rapidement, puis leva les yeux avec un sourire triomphant. J'ai encore des amis à la préfecture. Laisse-moi passer un coup de fil. Pendant qu'elle allait dans la cuisine pour utiliser son téléphone, je restais assise, tenant l'enveloppe de Richard, passant mes doigts sur les lettres nettes de mon nom. Même maintenant, près de 3 semaines après sa mort, découvrir quelque chose de nouveau de sa part ressemblait à une bouée de sauvetage jetée à travers le vide qui nous séparait. Martine revint, l'air satisfait. La voiture n'a pas encore été réimmatriculée. L'acheteur n'a pas finalisé les démarches. Ça nous donne un avantage. Elle s'assit de nouveau à côté de moi. Maintenant, à propos de cette boîte à gants. Que penses-tu exactement qu'il y ait dedans ? Je ne suis pas sûre, admis-je. Mais Richard était méthodique avec les sauvegardes. Il disait toujours que la boîte à gants était le cœur de l'histoire de la voiture. « Eh bien, nous allons récupérer cette voiture », déclara Martine avec la confiance qui avait fait d'elle une avocate si redoutable. « Mais d'abord, je pense que tu devrais lire ce que Richard voulait que tu saches. » Avec une profonde inspiration, j'ouvris soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre et ce qui semblait être une petite clé de coffre-fort. « Ma très chère Eliane, si tu lis ceci, 2 choses se sont produites. Je ne suis plus avec toi et Antoine a commencé à prendre des décisions qu'il n'a pas le droit de prendre. Je sais depuis un certain temps que notre fils a développé des valeurs très différentes des nôtres. Alors que nous l'avons élevé pour respecter les gens, indépendamment de leur richesse ou de leur statut, il a choisi de ne mesurer la valeur qu'en euros et en apparence. Je me suis préparée à cette éventualité. La clé ci-jointe ouvre le coffre-fort U2 247 au Crédit Lyonnais sur le boulevard des Belges. À l'intérieur, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour comprendre ce que j'ai bâti pour nous au cours des 30 dernières années. Mais il y a quelque chose d'encore plus important dans la boîte à gants de la Peugeot. Quelque chose qu'Antoine ne doit jamais trouver. Elle contient la preuve de tout, plus une enveloppe que tu devras apporter immédiatement à Martine. Je suis désolée de t'avoir caché des secrets, mon amour. Je voulais te protéger de l'inquiétude et je voulais être sûre que tout était parfaitement en place avant de tout partager. Je pensais avoir plus de temps. Sache que chaque décision que j'ai prise était par amour pour toi et dans l'espoir qu'Antoine devienne un jour l'homme que nous avons élevé, et non l'homme qu'il est actuellement. Tout mon amour, toujours, Richard. Je levai les yeux vers Martine, les larmes brouillant ma vision. Qu'est-ce qu'il a bâti pour nous ? Quel secret ? L'expression de Martine était douce mais déterminée. Je pense que nous devons récupérer cette voiture pour le savoir, et j'ai une idée de comment faire. Elle sortit de nouveau son téléphone. D'abord, je vais signaler le véhicule comme volé, ce qui, légalement, est le cas. Ensuite, j'appelle mon petit-fils. Il travaille à la préfecture et peut nous dire exactement qui a tenté d'enregistrer le transfert de la carte grise. Antoine ne va-t-il pas avoir des ennuis ? Malgré tout, il était toujours mon fils. Martine me lança un regard direct. Eliane, Richard a été mon meilleur ami pendant plus de 50 ans. Il a passé toute sa vie à s'assurer que tu sois prise en charge. Si Antoine a interféré avec cela, alors oui, il mérite toutes les conséquences qui en découleront. Tandis que Martine passait ses appels, je relus la lettre de Richard, mes doigts traçant son écriture.
entendant sa voix dans chaque mot soigneusement choisi. Quoi qu'il y ait dans cette boîte à gants, quoi que Richard ait bâti pour nous, c'était clairement quelque chose qu'il pensait pouvoir me protéger après son départ. Et Antoine l'avait vendu sans le savoir avec la voiture. Au moment où Martine termina ses appels, la nuit était tombée. Elle avait l'air satisfaite en revenant dans le salon. « Bonne nouvelle, la voiture a été vendue à un dentiste à Annecy, le docteur Paul Mercier. Il l'a achetée pour sa fille comme cadeau de fin d'études. Elle est toujours dans son garage. Il ne la récupère pas avant le week-end. » Elle s'assit à côté de moi, paraissant plus énergique que je ne l'avais vue depuis les funérailles de Richard. « Nous allons à Annecy à la première heure demain matin. J'ai déjà laissé un message au docteur Mercier pour lui expliquer la situation. » Qu'est-ce que je dis que tu lui as dit ? La vérité, que votre statut de veuve récente a été exploité par quelqu'un qui a vendu illégalement votre véhicule sans permission. Elle me tapota la main. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas complètement accablé Antoine. J'ai simplement expliqué qu'un membre de la famille avait outrepassé son autorité pendant une période de deuil. Je hochai la tête, reconnaissante pour son tact, alors que je luttais avec la douloureuse réalité de la trahison de mon fils. « Maintenant, continua Martine, repose-toi. Demain, nous récupérons ta voiture et nous découvrons ce que Richard protégeait dans cette boîte à gants. » Alors qu'elle partait, je restais sur le seuil, regardant ses phares disparaître dans la rue. Pour la première fois depuis la mort de Richard, je sentis quelque chose d'autre que le chagrin s'agiter en moi. Une détermination tranquille, une étincelle de la force qu'il avait toujours vue en moi, même quand je ne pouvais pas la voir moi-même. Quoi qu'il y ait dans cette boîte à gants, je savais une chose avec certitude. Richard m'avait laissé les outils pour me tenir debout face à tout ce qui allait arriver, même si ce tout s'avérait être mon propre fils. Le trajet vers Annecy le lendemain matin semblait surréaliste. Martine insista pour conduire, disant que j'avais l'air trop épuisée pour être au volant. Je ne pouvais pas la contredire. J'avais à peine dormi, mon esprit tourbillonnant de questions sur ce que Richard aurait pu cacher de si important dans la boîte à gants de la Peugeot. « Richard t'a-t-il déjà parlé d'investissement ?» demanda Martine alors que nous laissions Lyon derrière nous, les Alpes se dressant majestueusement devant nous. « Pas vraiment, » répondis-je, regardant le paysage familier défiler. Il avait sa retraite de l'atelier, et nous avions de modestes économies. Il s'occupait toujours de nos finances. Je sentis une bouffée d'embarras à cet aveu, au peu d'attention que j'avais portée à nos affaires financières, contente de laisser Richard tout gérer. Martine hocha la tête pensivement. Richard était toujours plus perspicace que les gens ne le pensaient. Les mécaniciens comprennent les systèmes, comment de petites pièces fonctionnent ensemble pour créer quelque chose de puissant. Il appliquait cette pensée à tout. La banlieue de Lyon laissa progressivement place à l'approche plus ouverte d'Annecy. Nous nous garâmes devant une maison impressionnante, dans un quartier bien établi, le genre d'endroit qui parlait de vieille fortune et de prospérité tranquille. Le docteur Mercier nous attendait dans son allée, un homme grand aux yeux bienveillants et à l'expression concernée. À côté de lui se tenait une jeune femme que je supposais être sa fille, l'air mal à l'aise sous le soleil du matin. « Madame Dubois !» me salua-t-il en tendant la main. « Je suis vraiment désolée pour cette situation. Si j'avais connu les circonstances de la vente, je n'aurais jamais acheté le véhicule. » « Merci de votre compréhension, » répondis-je en lui serrant la main. « J'espère que cela n'a pas causé trop d'inconvénients. »« Pas du tout, » m'assura-t-il, bien que l'expression de sa fille suggérât le contraire. Ambre était excitée par la voiture, mais ceci a clairement la priorité. J'ai apporté les documents confirmant la propriété légale de Madame Dubois, intervint Martine, tout en affaires, en lui tendant un dossier et un chèque de banque du montant total que vous aviez payé. Le docteur Mercier jeta un bref coup d'œil aux documents, puis secoua la tête. « Gardez l'argent, Madame Dubois. C'était une vente illégale. Je ne pourrais pas en bonne conscience accepter le paiement. »« Papa !» protesta sa fille, mais elle se tut au regard sévère de son père. « Considérez cela comme ma contribution pour arranger les choses, » continua-t-il. «
J'ai perdu ma femme il y a 3 ans. Je comprends à quel point cette période peut être vulnérable. » Sa gentillesse fit monter des larmes inattendues à mes yeux. « Merci, réussis-je à dire. »« La voiture est dans le garage, » dit-il, nous conduisant sur le côté de la maison. J'ai été impressionné par son état. Celui qui l'a entretenu a fait un travail exceptionnel. « Mon mari, » dis-je doucement. Il était artisan mécanicien. Le docteur Mercier hocha la tête avec appréciation en ouvrant la porte du garage. Et elle était là, notre Peugeot, exactement comme elle était quand elle se trouvait dans notre allée pendant toutes ces années. La vue de cette connexion tangible avec Richard me serra le cœur. « Les clés, » dit le docteur Mercier en me les tendant. « Tout devrait être comme lorsque je l'ai acheté. » Je le remerciai de nouveau, et après quelques formalités supplémentaires, guidés par l'expertise juridique de Martine, nous étions dans la Peugeot. De retour vers Lyon, je m'assis au volant, respirant l'odeur familière qui portait encore des traces de l'après-rasage de Richard. « Tu vas l'ouvrir » demanda Martine en hochant la tête vers la boîte à gants. Mes mains tremblèrent légèrement en appuyant sur le bouton. Le compartiment s'ouvrit en douceur, révélant plusieurs articles soigneusement organisés. Le manuel de la voiture, les documents d'immatriculation et une enveloppe Kraft scellée avec « Pour Eliane, urgent », écrit dessus de la main de Richard. « Devrais-je » hésitai-je, jetant un coup d'œil à la route. « Arrête-toi sur le côté », suggéra Martine. « Quoi qu'il y ait là-dedans, tu voudras y accorder toute ton attention. » Je trouvai une aire de repos panoramique juste à la sortie d'Annecy et me garai. Les montagnes offraient une toile de fond majestueuse à ce moment de vérité. Avec une profonde inspiration, j'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une clé USB, une lettre et plusieurs documents juridiques. Je dépliai d'abord la lettre. « Eliane, si tu listes ci, je suis partie. » Et quelque chose de s'est produit qui t'a obligé à récupérer ces documents d'urgence. Je suppose que cela implique Antoine. Il montre des signes inquiétants depuis des années, se concentrant davantage sur les apparences et le statut que sur les valeurs que nous avons essayé de lui enseigner. La clé USB 6 jointe contient les archives complètes de ce que je vais expliquer. La version courte est la suivante. Au cours des 30 dernières années, j'ai investi dans l'immobilier à travers Lyon. Ce qui a commencé comme une petite opportunité avec ma première prime à l'atelier est devenu quelque chose de substantiel. Très substantiel. Les biens sont tous détenus par la SARL Mécanique Dubois, une société enregistrée uniquement à ton nom, bien que je l'ai gérée. Le portefeuille le comprend actuellement 17 propriétés résidentielles et 4 bâtiments commerciaux, y compris les appartements de luxe, les terrasses de la Croix-Rousse. Je haletai, levant les yeux vers Martine. « Les terrasses de la Croix-Rousse ? C'est là qu'Antoine habite ?» Elle hocha la tête sans surprise. « Continue de lire. »« Oui, Eliane, notre fils paie 2100 € de loyer mensuel à une société que tu possèdes, sans le savoir. Je ne le lui ai jamais dit parce que je voulais qu'il fasse son propre chemin, qu'il ne compte pas sur les relations familiales, pour un traitement de faveur. La valeur totale du portefeuille, le mois dernier, était d'environ 4,5 millions d'euros, avec un revenu mensuel de 70 000 € après charges et frais de gestion. Tout cela est à toi. Tout est déjà légalement à ton nom. Mon avocate, Martine, a toute la documentation nécessaire à son cabinet, mais j'ai gardé ces sauvegardes au cas où Antoine tenterait d'interférer après ma mort. J'ai vu comment qu'il regarde la maison, ta voiture, mes outils, calculant leur valeur plutôt que leur signification. La société de gestion qui s'occupe des opérations quotidiennes est propriété fiable. Demande Sophie Martin. Elle s'attend à ton appel s'il m'arrive quelque chose. Le mot de passe pour la clé USB est Eliane 164 Dubois. Je suis désolée de t'avoir caché ça. Je voulais te faire la surprise quand je prendrai enfin ma retraite l'année prochaine. Nous devions voyager, faire des dons à ces bourses pour jeunes mécaniciens dont nous parlions toujours, vivre la vie pour laquelle nous avions si durement travaillé. Rappelle-toi à quel point tu es forte, mon amour. À quel point tu es capable. Tu as toujours été le cœur de notre famille. Et maintenant tu as les ressources pour vivre exactement comme tu le choisis. Tout mon amour, Richard.
Je fixai la lettre, la relisant 3 fois pour être sûre de comprendre. La vie modeste que nous avions menée, le budget serré, l'insistance de Richard à gérer les finances. Tout cela pendant qu'il construisait un empire immobilier de plusieurs millions d'euros pour nous, pour moi. « Tu savais ?» dis-je à Martine, non pas pour l'accuser, mais avec une compréhension soudaine. Elle hocha la tête. Je l'ai aidé à mettre cela en place légalement. Il m'a fait jurer le secret jusqu'à ce que tu aies besoin de le savoir. Elle sourit tristement. Richard voulait te protéger de la vision de plus en plus matérialiste d'Antoine. Il l'a vu venir il y a des années. Comment Antoine pourrait essayer de te contrôler financièrement après le départ de Richard? Je baissai les yeux sur les autres documents dans l'enveloppe. Des actes de propriété, des relevés de compte, des informations de contact. Toutes les preuves d'une vie que Richard avait bâtie en parallèle de celle que nous partagions ouvertement. « Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?» murmurai-je, les émotions se bousculant en moi. Gratitude, confusion, chagrin, amour. Il voulait d'abord gérer toutes les parties complexes, expliqua doucement Martine. Rendre les choses clés en main pour toi. Et honnêtement, Eliane, il craignait que tu ne laisses échapper quelque chose à Antoine avant que tout ne soit correctement sécurisé. La vérité de cela me piqua, mais je ne pouvais pas le nier. J'avais toujours trouvé des excuses au comportement d'Antoine. Toujours essayé de voir le meilleur en lui, même alors que Richard s'inquiétait de plus en plus de ses valeurs. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demandai-je, me sentant submergée par cette nouvelle réalité. L'expression de Martine devint déterminée. D'abord, nous sécurisons ces documents dans le coffre de mon cabinet. Ensuite, nous appelons Sophie à la société de gestion. Et puis, ajouta-t-elle avec une lueur dans les yeux, nous décidons exactement comment tu veux gérer Antoine. Je regardais les montagnes que Richard et moi avions si souvent gravies au cours de nos décennies ensemble, sentant sa présence plus fortement qu'à aucun autre moment depuis sa mort. Il avait bâti tout cela pour moi, créé une sécurité et une indépendance que je n'avais jamais su que j'avais. Et Antoine avait essayé de m'envoyer faire un trajet de bus de 2 heures, vendant ma voiture sans permission, prévoyant de vendre les outils bien aimés de Richard pour de l'argent rapide. Pour la première fois depuis la mort de Richard, je sentis quelque chose au-delà du chagrin prendre racine en moi. Une détermination, une force, une clarté d'objectif qui aurait rendu mon mari fier. « Allons-y », dis-je en démarrant le moteur de la Peugeot. « Nous avons du travail. » Le cabinet de Martine ne ressemblait en rien aux espaces d'entreprise lisses que fréquentait Antoine. Installé dans une maison victorienne reconvertie près du centre de Lyon, il était meublé de fauteuils en cuir usé, de bibliothèques allant du sol au plafond, et se distinguait par une absence totale de prétention. Pourtant, assise en face de son bureau, la regardant sécuriser les documents de Richard dans un coffre-fort à l'ancienne, je compris que le véritable pouvoir résidait souvent dans des endroits aussi modestes. « Sophie Martin attend votre appel », dit Martine, me tendant le téléphone de son bureau. Je suggère de le mettre sur haut-parleur pour que je puisse aider avec les questions techniques. Sophie répondit à la 2e sonnerie, sa voix nette et professionnelle. « Madame Dubois, j'attendais votre appel. Permettez-moi d'abord de vous dire combien je suis désolée pour le décès de Richard. C'était un homme exceptionnel. »« Merci, » répondis-je, surprise par son ton sincère. « Je suis juste en train de découvrir tout cela. » Bien sûr, Richard avait prévu un briefing complet pour quand vous seriez prête. Préféreriez-vous nous rencontrer en personne ? Nous programmâmes une réunion pour le lendemain matin. Après avoir terminé l'appel, je me tournai vers Martine avec la question qui me brûlait les lèvres. « Ce que tout le monde était au courant sauf moi. » Son expression s'adoucit. « Pas tout le monde. » Richard compartimentait soigneusement. « Sophie sait que vous possédez des biens, mais ne sait pas que vous n'étiez pas activement impliqué. Les locataires ne connaissent que propriétés fiables, comme leur société de gestion. Les seules personnes qui connaissaient la situation complète étaient Richard, moi-même et mon associé qui a aidé avec les structures juridiques. » Je hochai la tête, essayant de traiter l'ampleur de ce que Richard avait construit tout en maintenant notre modeste vie quotidienne. Toutes ces soirées où il aidait des amis avec des problèmes de voiture.
Il inspectait souvent des propriétés ou rencontrait des entrepreneurs, confirma Martine. Il détestait vous tromper, Eliane, mais il voulait que tout soit parfait avant la révélation. Mon téléphone vibra avec un texto d'Antoine. « Je suis passé te voir ce matin, mais tu n'étais pas à la maison. N'oublie pas, le médecin a dit de te ménager. J'ai mis les outils de papa en vente sur un site d'enchères. Ça devrait rapporter un bon prix. » La présomption désinvolte qu'il avait le droit de vendre les outils bien-aimés de Richard, qu'il devait surveiller mes allées et venues, que je nécessitais une gestion plutôt qu'un respect, alluma en moi quelque chose qui couvait depuis son appel au sujet de la voiture. « Que vas-tu faire à propos d'Antoine » demanda Martine, remarquant mon expression. Je considérais la question attentivement. Les révélations de la journée avaient tout changé, me transformant de la veuve éplorée qu'Antoine pensait pouvoir contrôler à la propriétaire de l'immeuble même où il vivait. La dynamique du pouvoir s'était complètement inversée. Pourtant, manier ce pouvoir avec insouciance ne me rendrait pas meilleur que lui. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je finalement. Il ne s'agit pas seulement de donner une leçon à Antoine, il s'agit de l'aider à redevenir la personne que Richard et moi avons élevée, pas celle qu'il a choisi de devenir. » Martine sourit avec approbation. « Richard disait toujours que tu étais la boussole morale de la famille. » Cet après-midi-là, je rentrais chez moi, la Peugeot fièrement garée à sa place habituelle. Je m'attendais à moitié à ce qu'Antoine appelle immédiatement, exigeant des explications, mais mon téléphone resta silencieux. Soit il n'avait pas découvert le retour de la voiture, soit il formulait sa réponse. J'utilisais les heures tranquilles pour explorer la clé USB que Richard avait laissée, entrant le mot de passe sur mon ordinateur portable avec des doigts tremblants. La clé contenait des archives méticuleuses de chaque achat immobilier, rénovation, revenus locatifs et décisions d'investissement sur 3 décennies. Des feuilles de calcul montraient comment Richard avait commencé avec une seule petite maison de location achetée pour l'équivalent de 40 000 € en 1992, construisant progressivement le portefeuille grâce à un réinvestissement prudent des bénéfices. Ce qui me frappa le plus, ce furent les notes personnelles que Richard avait incluses avec chaque dossier de propriété. Ses espoirs sur la façon dont chaque investissement améliorerait notre avenir. Des observations sur le développement des quartiers, même des croquis pour des rénovations qu'il avait conçues lui-même. Ce n'était pas seulement une entreprise financière. C'était un travail d'amour. Un dossier était simplement intitulé « Les rêves d'Eliane ». À l'intérieur se trouvaient des plans détaillés pour toutes les choses dont nous parlions de faire un jour, quand nous en aurions les moyens. Voyager en Italie pour voir l'art que j'avais toujours admiré, créer des bourses pour de jeunes mécaniciens issus de milieux défavorisés, rénover notre modeste maison tout en conservant son caractère. Richard avait activement planifié pour que ses rêves deviennent réalité. Des larmes coulèrent sur mon visage alors que je réalisais la profondeur de son amour et de sa prévoyance. Alors que j'avais supposé que nous vivrions toujours notre vie modeste et confortable jusqu'à une retraite traditionnelle, Richard avait bâti un avenir différent. Un avenir où les contraintes financières ne limiteraient pas notre capacité à faire une différence ou à profiter de nos dernières années. La sonnette interrompit mon exploration émotionnelle. Je fermai l'ordinateur portable et essuyai mes yeux avant d'ouvrir la porte pour trouver Antoine sur le porche, son expression un mélange de colère et de confusion. « La voiture est de retour », déclara-t-il platement, regardant par-dessus mon épaule vers la cuisine, comme s'il s'attendait à y trouver des réponses. « Tu veux bien m'expliquer comment c'est arrivé ?» Je pris une profonde inspiration, canalisant la force que j'avais ressentie dans le bureau de Martine. « Je pense que c'est toi qui me dois une explication, Antoine. Tu as vendu un bien qui n'était pas à toi. » Il cligna des yeux, momentanément déconcerté par mon approche directe. Ce n'était pas la mère docile à laquelle il était habitué. « J'essayais de t'aider à rationaliser, maman. Cette voiture était trop chère à entretenir pour toi toute seule. » Pitts. La voiture que papa entretenait lui-même à un coût minime. La voiture qui est entièrement payée. Cette voiture-là ? Je soutins son regard fermement. Antoine se tortilla mal à l'aise.
Rien que l'assurance coûte 60 € par mois. Ce qui est tout à fait dans mon budget, terminai-je pour lui, comme tu le saurais si tu avais pris la peine de demander, au lieu de prendre des décisions sur ma vie sans mon accord. Écoute, dit-il, adoptant le ton condescendant qu'il utilisait souvent quand il pensait être patient. Tu es en deuil, tu ne penses pas clairement aux questions pratiques. Papa a toujours géré les finances et maintenant, c'est moi qui les gère, l'interrompis-je fermement, en commençant par récupérer mon véhicule vendu illégalement. Son visage devint rouge. Comment as-tu même su qu'il l'avait acheté? Je ne te l'ai jamais dit. J'ai des ressources dont tu ignores l'existence, Antoine. La déclaration était douce, mais elle atterrit avec un poids inattendu. Maintenant, je crois que tu as aussi mis les outils de ton père en vente, sans me consulter. Ils prennent juste la poussière dans le garage, protesta-t-il. Ils pourraient te rapporter quelques milliers d'euros dont tu as plus besoin que d'un bric-à-brac sentimental. Chaque mot dédaigneux sur les biens précieux de Richard, les outils, qui avaient soutenu notre famille pendant des décennies, renforça ma résolution. Mais je gardai mon sang-froid, me rappelant que mon but n'était pas de punir Antoine, mais de corriger sa trajectoire. « Je veux que tu retires ces annonces immédiatement, » dis-je calmement. « Ces outils ne sont pas à vendre. Et nous devons avoir une conversation plus longue sur les limites et le respect, mais pas aujourd'hui. J'ai une réunion importante demain matin. » Une réunion? Quelle réunion? La confusion sur son visage aurait pu être comique dans d'autres circonstances. L'idée que sa mère puisse avoir des affaires importantes lui était apparemment inconcevable. « Cela ne te regarde pas, répondis-je simplement. Mais j'ai besoin des détails du compte où tu as déposé l'argent de la vente de ma voiture. Puisque tu as été remboursé par l'acheteur, cet argent m'appartient. » Antoine me dévisagea comme si je m'étais mise à parler une langue étrangère. « Maman, qu'est-ce qui te prend? Depuis quand tu parles comme ça? » « Depuis que j'ai décidé d'honorer la mémoire de ton père en me défendant, » répondis-je sincèrement. « Maintenant, les détails du compte, s'il te plaît. » Quelque chose dans mon ton a dû lui faire comprendre que je ne céderais pas. Après un moment de silence tendu, Antoine sortit son téléphone, me transféra les informations du compte et partit avec un regard confus en arrière, qui suggérait qu'il réévaluait tout ce qu'il pensait savoir sur sa mère en deuil, supposément sans défense. En le regardant s'éloigner dans son SUV de luxe, je ne ressentis ni triomphe ni vengeance, seulement une calme certitude que je prenais enfin mon propre pouvoir en main, exactement comme Richard m'avait toujours vu. Demain apporterait la réunion avec Sophie Martin et une compréhension plus complète de ma nouvelle réalité. Mais aujourd'hui avait déjà apporté quelque chose d'aussi précieux. Le premier pas pour récupérer non seulement ma voiture, mais aussi ma voix. Propriété fiable, occupait tout le dernier étage d'un immeuble en briques du centre de Lyon. Je me sentis nettement déplacée en montant dans l'ascenseur avec ma simple robe bleu marine, celle que j'avais portée aux funérailles de Richard. Martine m'avait proposé de m'accompagner, mais j'avais l'impression que c'était quelque chose que je devais faire seule. Mon premier pas dans la nouvelle vie que Richard m'avait préparée. Sophie Martin m'accueillit aux portes de l'ascenseur. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être au milieu de la quarantaine, avec une allure efficace adoucie par une chaleur sincère dans ses yeux. « Madame Dubois, » me salua-t-elle en tendant la main, « c'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Richard parlait souvent de vous et avec une grande admiration. » Oui, c'est fini. Je la suivis à travers un espace de bureau moderne, où une douzaine d'employés travaillaient à des bureaux élégants. Aucun d'eux ne me jeta un second regard, juste une autre cliente rendant visite à leur patronne. Si seulement ils savaient que je possédais l'entreprise qui les employait. Le bureau d'angle de Sophie offrait une vue panoramique sur le centre de Lyon et les montagnes au-delà. Elle m'invita à m'asseoir à une petite table de conférence où des dossiers étaient déjà disposés en piles nettes. Richard a préparé cette transition de manière exhaustive, expliqua-t-elle en s'asseyant en face de moi. Il mettait à jour ses documents d'information chaque trimestre, s'assurant que vous auriez des informations à jour dès que cela deviendrait nécessaire. Je hochai la tête, incapable de parler, la gorge soudainement serrée.
Même dans la mort, Richard prenait soin de moi, anticipant mes besoins avant même que je ne les connaisse. « Par où aimeriez-vous commencer ?» demanda doucement Sophie. « Avec une vue d'ensemble, je suppose, réussis-je à dire. J'essaie encore de comprendre l'ampleur de tout cela. » Elle ouvrit le premier dossier, révélant une carte de Lyon avec des propriétés surlignées de différentes couleurs. Le portefeuille de mécanique du bois comprend actuellement 17 propriétés résidentielles et 4 bâtiments commerciaux stratégiquement répartis dans la métropole. Pendant les 2 heures suivantes, Sophie me guida à travers chaque propriété. Les dates d'achat, les historiques de rénovation, les taux d'occupation actuels, les revenus locatifs et le potentiel futur. Les propriétés résidentielles à l'aide d'un immeuble de 4 logements achetés au début, au joyau de la Couronne, les terrasses de la Croix-Rousse, le complexe d'appartements de luxe où vivait Antoine. Les terrasses de la Croix-Rousse génèrent le plus de revenus, expliqua Sophie. 32 logements, tous à prix premium, avec un taux d'occupation constant de 98%. Le logement 14B de votre fils est l'un de nos plus grands 3 pièces. Est-ce qu'Antoine sait qui possède l'immeuble ? Demandai-je, bien que je soupçonne déjà la réponse. Non, tous les locataires traitent directement avec Propriétés Fiables. La structure de propriété, votre propriété, n'est pas divulguée. Elle hésita. Richard était très spécifique sur le maintien de cette séparation, surtout en ce qui concerne votre fils. Je hochai la tête, comprenant mieux le raisonnement de Richard maintenant. Le respect d'Antoine était devenu de plus en plus lié aux perceptions de la richesse et du statut au fil des ans. Apprendre que sa mère possédait son immeuble d'appartement de luxe aurait fondamentalement modifié leur relation, et peut-être pas pour le mieux. « Et les propriétés commerciales ?» demandai-je. Sophie se tourna vers une autre section des documents. 4 au total, y compris les 3 derniers étages de cet immeuble. Le plus important est le Carré d'Or en centre-ville, un développement à usage mixte avec des commerces au rez-de-chaussée et des bureaux au-dessus. Ma tête tournait devant l'ampleur de tout cela. Pendant que je faisais mes gardes à l'hôpital, menant notre vie modeste dans notre modeste maison, Richard avait tranquillement bâti un empire qui générait désormais plus de revenus mensuels que je n'en avais gagné dans mes meilleures années en tant qu'aide-soignante. Richard a tout mis en place pour que tout fonctionne sans heurts et sans nécessiter votre implication directe, continua Sophie. Propriété Fiable gère toutes les opérations quotidiennes, l'entretien, les relations avec les locataires, la collecte des loyers. Nos frais de gestion trimestrielle sont de 8% des revenus locatifs bruts, légèrement en dessous du taux du marché. « Et mon rôle dans tout ça ?» demandai-je. « En tant que propriétaire, vous avez l'autorité finale sur les décisions majeures. Acquisition ou vente de biens, rénovation importante, ajustement de loyer, au-delà des augmentations annuelles standards. » Elle sourit. Mais comme le disait souvent Richard, la beauté du système est qu'il ne requiert pas votre attention constante, à moins que vous ne souhaitiez être plus impliqué. Au moment où nous terminions d'examiner les documents, la lumière de l'après-midi filtrait par les fenêtres. Sophie ferma le dernier dossier et me regarda avec attente. « C'est accablant, admis-je. »« C'est compréhensible. Richard a construit quelque chose de remarquable, mais il l'a fait progressivement sur des décennies. » Elle hésita avant d'ajouter. « Il était si impatient de partager enfin cela avec vous. Il avait prévu un voyage surprise en Italie l'année prochaine où il allait tout vous dire. » L'Italie, où j'avais toujours rêvé de voir l'art de la Renaissance, que je n'avais connu qu'à travers les livres et les documentaires. Ce voyage était sur ma liste de 1 jour, pendant tout notre mariage. « Il y a encore une chose, » dit Sophie en fouillant dans son tiroir de bureau. Elle sortit une petite boîte et me la tendit. Richard m'a laissé ça il y a environ 1 mois. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais vous la donner lors de notre première rencontre. La boîte était emballée dans un simple papier bleu, ma couleur préférée. Avec des doigts tremblants, je retirai l'emballage pour trouver une boîte à bijoux à l'intérieur. En l'ouvrant, je découvris un magnifique pendentif en or en forme de clé,
parsemée de petits diamants. Une note glissée à l'intérieur disait « Tu as toujours eu la clé de mon cœur. Maintenant, tu détiens les clés de notre avenir. Utilise-les sagement, mon amour. Richard. » Les larmes brouillèrent ma vision alors que j'attachais le collier autour de mon cou. C'était à la fois un cadeau final et une passation de responsabilité. Richard me confiait les fruits de ses décennies de travail acharné. « Que souhaitez-vous faire ensuite ?» demanda Sophie après m'avoir laissé un moment pour me ressaisir. La question resta en suspens, lourde de possibilités que je n'avais jamais imaginé avoir. Je pouvais tout vendre et parcourir le monde. Je pouvais emménager dans un appartement de luxe comme celui d'Antoine. Je pouvais faire des dons à des causes que Richard et moi avions toujours soutenues, mais que nous n'avions jamais eu les moyens d'aider substantiellement. Mais alors que le choc initial commençait à s'estomper, une pensée se cristallisa avec une clarté parfaite. Richard n'avait pas construit tout cela uniquement pour la sécurité financière. Il avait créé des options, la liberté de faire des choix basés sur des valeurs plutôt que sur la nécessité. J'ai besoin de temps pour tout assimiler, dis-je finalement. Mais il y a une affaire immédiate. Mon fils, Antoine, le locataire du 14B aux terrasses de la Croix-Rousse. Sophie hocha la tête, son expression soigneusement neutre. Oui, je crois savoir que son bail est mensuel. Quand elle confirma cela, je continuai. J'aimerais en revoir les termes et savoir s'il y a eu des problèmes avec lui en tant que locataire. Sophie hésita avant de répondre. Votre fils a été ponctuel dans ses paiements. Cependant, il y a eu de multiples plaintes de voisins concernant le bruit, des infractions de stationnement et ce que le gérant de l'immeuble a décrit comme une attitude généralement arrogante envers le personnel. Cela ne me surprit pas. Antoine s'était toujours attendu à un traitement de faveur, une tendance qui n'avait fait qu'empirer avec l'avancement de sa carrière dans la vente. Je vois, dis-je, ma décision se solidifiant. Ne changez rien à sa situation pour l'instant. Mais j'aimerais programmer une visite de la propriété des terrasses de la Croix-Rousse demain, si possible. En tant que nouvelle propriétaire active, je devrais me familiariser avec toutes les propriétés, en commençant par la plus importante. Le léger sourire de Sophie suggéra qu'elle comprenait parfaitement ce que j'envisageais. Bien sûr, Madame Dubois. Je vais tout arranger. Le gérant de l'immeuble, Monsieur Patel, sera ravi de vous faire visiter. En quittant Propriétés Fiables, cet après-midi-là, le pendentif en forme de clé en or reposant sur ma poitrine, je ressentis un étrange mélange de chagrin et de possibilités. Richard était parti, mais il m'avait laissé plus que des actifs financiers. Il m'avait donné le pouvoir de remodeler des relations qui s'étaient déformées avec le temps, en particulier avec notre fils. La question était maintenant de savoir comment utiliser au mieux ce pouvoir. Pas pour la vengeance ou une satisfaction mesquine, mais pour quelque chose que Richard aurait valorisé davantage. Aider Antoine à retrouver le chemin des valeurs que nous avions essayé de lui inculquer tout au long de son enfance. La visite de demain aux terrasses de la Croix-Rousse serait la première étape d'un recalibrage prudent qui n'avait que trop tardé. Les terrasses de la Croix-Rousse se dressaient dans l'un des quartiers les plus branchés de Lyon, leur façade élégante de verre et d'acier reflétant la lumière du matin. En garant la Peugeot dans la section visiteurs, choisissant délibérément de conduire moi-même plutôt que d'arriver dans la voiture de fonction que Sophie m'avait proposée, j'essayais de voir le bâtiment d'un œil neuf. Ce n'était plus seulement le complexe d'appartements de mon fils. C'était ma propriété, une partie de l'héritage de Richard. Le hall d'entrée arborait des sols en marbre, un mur d'eau et un personnel vêtu d'uniformes impeccables. Raj Patel, le gérant de l'immeuble, me salua avec une courtoisie professionnelle, ne montrant aucune indication que Sophie lui avait révélé mon statut de propriétaire. Pour lui, j'étais simplement une représentante de l'entreprise visitant la propriété. Les terrasses de la Croix-Rousse maintiennent un taux d'occupation de 88% avec un faible taux de rotation, expliqua-t-il alors que nous entrions dans l'ascenseur. Nos commodités comprennent une piscine sur le toit, une salle de sport avec un studio de yoga, un centre d'affaires et un service de conciergerie 24h/24. Je hochai la tête, absorbant les détails de ma propre propriété que je n'avais jamais connue. Et les locataires,
Quelle était la démographie ? Principalement de jeunes professionnels et des cadres, répondit Raj. Âge moyen de 35 à 45 ans. Revenu moyen dans les 6 chiffres supérieurs. Beaucoup travaillent dans la finance, la technologie ou l'administration de la santé. Le monde auquel Antoine aspirait, où la valeur se mesurait en tranches de revenus et en titres de poste. Alors que nous visitions la salle de sport immaculée et la superbe piscine sur le toit, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que Richard avait pensé en voyant notre fils embrasser ses valeurs superficielles tout en s'éloignant des principes avec lesquels nous l'avions élevé. Nous avons préparé un logement vacant pour votre inspection, continua Raj, me conduisant dans un couloir au 14e étage. Il est identique en termes d'aménagement au logement 14A à D. J'hésitais. En fait, j'aimerais voir le 14B, spécifiquement. Une lueur de quelque chose. Inquiétude, malaise, traversa le visage de Raj. Le 14B est actuellement occupé, Madame Dubois. Nous n'entrons généralement pas dans les logements des locataires sans préavis appropriés, sauf en cas d'urgence. Je comprends, l'assurai-je. Je n'ai pas besoin d'entrer. J'aimerais juste vérifier son emplacement par rapport aux autres logements. Raj se détendit légèrement. Bien sûr, c'est par ici. Il me conduisit dans un autre couloir immaculé jusqu'à une porte marquée 14B. La maison d'Antoine, l'appartement de luxe dont il était si fier d'avoir obtenu il y a 2 ans, ne manquant jamais de mentionner son exclusivité et sa liste d'attente chaque fois que la conversation le permettait. Il y a eu quelques préoccupations concernant ce locataire en particulier, dit Raj prudemment en baissant la voix. Quel genre de préoccupations ? Il hésita, clairement mal à l'aise de discuter des problèmes de locataire, avec quelqu'un qu'il percevait comme la direction de l'entreprise. Rien qui ne viole explicitement les termes du bail, des plaintes de bruit occasionnelles, quelques problèmes avec le stationnement des invités, une tendance à s'attendre à des exceptions aux politiques de l'immeuble. Je hochai la tête sans surprise. Antoine avait toujours cru que les règles étaient flexibles pour les gens d'un certain statut, une perspective qui s'était intensifiée avec l'avancement de sa carrière dans la vente. « Et comment le locataire réagit-il lorsque ses préoccupations sont soulevées ?» demandai-je. Généralement par des promesses de se conformer, suivies d'une amélioration temporaire avant que les comportements ne reprennent. Répondit diplomatiquement Raj. Nous avons tout documenté conformément à la politique de l'entreprise. Alors que nous poursuivions notre visite, en voyant le centre d'affaires où de jeunes professionnels travaillaient sur leurs ordinateurs portables et l'élégante salle commune disponible pour les fonctions des résidents, je réfléchis à ce que j'avais appris. Antoine ne vivait pas seulement au-dessus de ses moyens financiers. Il apportait la même attitude arrogante à sa vie domestique que celle qu'il affichait en vendant ma voiture et en prévoyant de vendre les outils. De Richard. Après avoir terminé la visite et remercié Raj pour son temps, je m'assis dans ma voiture sur le parking des visiteurs, contemplant mes prochaines étapes. À travers les fenêtres du hall, je pouvais voir des résidents aller et venir, certains en tenue de ville se rendant au travail, d'autres en vêtements décontractés promenant des chiens de race. Tous vivaient dans un immeuble que je possédais, y compris mon fils, qui croyait que sa mère devait prendre le bus pour se rendre au travail. L'ironie aurait pu être amusante si elle n'était pas si douloureusement révélatrice de la distance qu'Antoine avait prise par rapport aux valeurs que Richard et moi avions essayé de lui inculquer. Mon téléphone vibra avec un texto d'Antoine. « J'ai vu que la voiture est revenue. Nous devons parler de ta situation financière. » Dîner chez moi ce soir, 19h. La présomption dans son ton n'avait rien de nouveau, mais ma perspective avait radicalement changé. Ce n'était pas mon fils brillant qui offrait généreusement ses conseils à sa mère en difficulté. C'était un homme qui avait illégalement vendu ma propriété, supposant maintenant qu'il pouvait continuer à gérer ma vie sans conséquence. Je répondis par texto. Je serai là à 19h, et oui, nous devons absolument parler. Cet après-midi-là, je rencontrai Martine pour la mettre au courant de ce que j'avais appris de Sophie et de ma visite des terrasses de la Croix-Rousse. Son bureau me parut un sanctuaire de franchise, après le langage soigneusement diplomatique du monde de l'entreprise. « Alors, quel est ton plan pour ce soir ?»
demanda-t-elle après que je l'eus mise au courant. Tu vas lâcher la bombe de la propriété immédiatement ou tu vas y aller progressivement ? Ni l'un ni l'autre, répondis-je, me surprenant par la clarté de ma décision. Je ne vais pas lui dire pour l'instant. Martine haussa un sourcil. Oh ! Antoine doit d'abord comprendre quelque chose de plus fondamental, que son comportement envers moi a été inacceptable, quelle que soit ma situation financière. Je fis tourner le pendentif en forme de clé de Richard entre mes doigts en parlant. Si je lui parle des propriétés maintenant, il changera de comportement parce que je suis riche, pas parce qu'il me respecte. Richard approuverait, dit Martine avec un sourire. Il disait toujours que tu voyais les gens plus clairement que quiconque. J'ai échoué à voir comment Antoine changeait, admis-je. Ou peut-être que je l'ai vu, mais que je ne voulais pas le reconnaître. Nous avons tous des angles morts en ce qui concerne nos enfants, dit doucement Martine. La question est de savoir ce que tu fais une fois que tes yeux sont ouverts. Au moment où j'arrivais aux terrasses de la Croix-Rousse ce soir-là, j'avais un plan clair, non pas pour la vengeance ou une révélation dramatique, mais pour commencer le processus plus difficile d'aider Antoine à renouer avec les valeurs qu'il avait abandonnées dans sa quête de statut et d'apparence. Le concierge me salua poliment, vérifiant mon nom sur la liste des visiteurs avant de me diriger vers les ascenseurs. En montant au 14e étage, je touchai le pendentif en forme de clé à mon cou, puisant de la force dans cette connexion tangible avec Richard. Quoi qu'il arrive ensuite, j'y ferai face avec la dignité et la détermination qu'il avait toujours vues en moi, même quand je ne pouvais pas les voir moi-même. L'appartement d'Antoine était exactement ce à quoi je m'attendais. Élégant, impersonnel et soigneusement agencé pour projeter le succès. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue scintillante sur le centre de Lyon. Des meubles de designer disposés pour l'apparence plutôt que pour le confort et des symboles de statut ostensiblement placés partout. Une collection de montres de luxe exposées dans une vitrine, des photos encadrées d'Antoine avec des célébrités mineures lors d'événements caritatifs. Une cave à vin remplie de bouteilles que je savais coûter plus cher que ce que je dépensais en courses en un mois. « Maman, pile à l'heure », me salua-t-il en me faisant la bise. Il était habillé de manière décontractée dans ce que je reconnus comme une tenue de sport de luxe. Le genre de vêtements vantés dans les magazines sur papier glacé, pour les gens qui veulent paraître riches sans effort, même en se relaxant. « J'ai commandé à dîner chez Sibylla. J'espère que tu aimes la cuisine lyonnaise. »« Ça a l'air délicieux, » répondis-je, notant qu'il n'avait pas cuisiné lui-même. Richard avait toujours insisté pour préparer les repas à partir de rien lorsque nous avions des invités, croyant que la nourriture préparée avec un effort personnel avait plus de sens que tout ce qui était acheté. Antoine versa du vin dans des verres en cristal, m'en tendit un avant de faire un geste vers le salon. « Asseyons-nous, nous avons des choses importantes à discuter. » Je m'assis sur le canapé inconfortable mais visuellement frappant. En regardant autour de moi avec une nouvelle conscience, mon fils vivait dans une propriété que je possédais, entouré d'articles de luxe achetés à crédit tout en croyant que sa mère, récemment veuve, ne pouvait pas se permettre une assurance auto. « Je vois que tu as récupéré la voiture d'une manière ou d'une autre, » commença-t-il. Son ton suggérant que j'avais fait quelque chose de légèrement amusant, mais finalement mal avisé. « Tu veux bien m'expliquer comment c'est arrivé ? » L'acheteur l'a rendue quand il a appris qu'elle avait été vendue illégalement. Répondis-je simplement. « Ça me semble ma permission ni mon autorisation. » Antoine balaya cela d'un geste. « Un détail technique, je m'en occupais pour toi. Pour t'épargner les tracas. » En m'envoyant faire un trajet de bus de 2 heures pour aller au travail, j'ai gardé ma voix stable, non pas accusatrice, mais factuelle. « Maman, sois réaliste. Tu ne peux pas te permettre d'entretenir cette voiture avec ton salaire d'aide-soignante. Papa s'est toujours occupé des finances, de l'entretien, de tout. Je prends juste le relais pour aider maintenant qu'il est parti. » C'était là, l'hypothèse fondamentale sous-jacente à son comportement, que sans Richard, j'étais incapable de gérer mes propres affaires. Que son jugement primait automatiquement sur le mien en raison de sa supériorité financière perçue. « J'apprécie ton inquiétude. »
dis-je prudemment. Mais je n'ai pas demandé ce genre d'aide. Ce dont j'ai besoin de ta part, c'est le respect de mon autonomie et de ma propriété. Antoine soupira avec une patience exagérée. C'est exactement pour ça qu'on doit parler. Tu ne penses pas de manière pratique. Le deuil l'affecte ton jugement. Il se pencha en avant, adoptant le même ton qu'il utilisait probablement avec des clients difficiles. Je t'ai préparé un plan financier. Il s'agit de vendre la maison. Elle est de toute façon trop grande pour toi toute seule. Et d'emménager dans une résidence pour seniors. Une résidence pour seniors ? Répétai-je, sincèrement surprise. J'ai 58 ans, Antoine. Je ne suis pas prête pour une maison de retraite. Ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. Expliqua-t-il avec condescendance. C'est pour les personnes qui ont besoin d'un environnement plus encadré. Pas d'entretien de la maison, des activités planifiées, des services de transport. La sonnette interrompit ce qui était clairement un discours répété. Antoine s'excusa pour accepter la livraison de nourriture, revenant avec plusieurs contenants de plats lyonnais haut de gamme. Alors qu'il servait les pâtes et la salade avec une efficacité exercée, je réfléchis à la manière de procéder. La tentation de révéler immédiatement ma situation financière, de voir le choc sur son visage quand il réaliserait que je possédais cet immeuble même, était forte mais finalement improductive. « J'ai déjà trouvé une résidence convenable, » continua Antoine alors que nous commencions à manger. « Les jardins du parc. C'est modeste mais adéquat pour tes besoins. La vente de la maison devrait couvrir les frais d'entrée et ta retraite couvrira les frais mensuels si tu fais attention. » Je posai ma fourchette. « Et qu'en est-il de ce que je veux, Antoine ? Y as-tu pensé ?» Il parut sincèrement confus. « Je fais ça pour toi, maman, pour que tu n'aies pas à t'inquiéter de l'argent, de l'entretien ou du transport. » En vendant ma maison sous mon nez, en te débarrassant de ma voiture sans permission, en prévoyant de vendre les outils de papa. Je gardai ma voix calme mais ferme. Ce ne sont pas des actions utiles, ce sont des actions de contrôle. L'expression d'Antoine se durcit. Quelqu'un doit prendre le contrôle. Tu n'es clairement pas équipé pour gérer ces décisions. Sur la base de quelles preuves tirais ça ? Contestai-je tranquillement. Ma carrière de 35 ans, mon prêt immobilier qui a été payé à temps chaque mois, pendant 26 ans, le fait que papa et moi t'avons élevé, t'avons payé tes études, et avons tout fait sans jamais avoir de dette de carte de crédit. Il rougit légèrement. C'était différent. Papa gérait les choses. Nous étions des partenaires, corrigeai-je. Nous prenions des décisions ensemble, basées sur des valeurs et des priorités partagées. Le téléphone d'Antoine sonna avec un texto entrant. Il y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. C'est de la société de gestion immobilière. Apparemment, il y a une inspection de l'immeuble prévue pour demain. Mauvais timing. L'ironie me fit presque sourire. Mon inspection de l'immeuble, programmée avec rage lors de ma visite plus tôt, causait déjà des remous dans le monde soigneusement contrôlé d'Antoine. À propos de ces outils, dis-je, redirigeant la conversation, j'ai supprimé tes annonces en ligne. Ils ne sont pas à vendre. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent. Comment as-tu même su comment faire ça ? Et pourquoi ? Ils prennent juste la poussière. Ils ont été le gagne-pain de ton père pendant 40 ans. Les outils qui ont payé tes études, ta première voiture, la compte de ton premier appartement. Je soutins son regard fermement. Ils ont une valeur au-delà de ce qu'ils pourraient rapporter aux enchères. La valeur sentimentale ne paie pas les factures, maman. Et quelles factures sont si urgentes que nous devons vendre les outils ? De Richard immédiatement ? Demandai-je. Le prêt est à jour. Les services publics sont en prélèvement automatique. J'ai une assurance santé par l'hôpital. Quelle urgence financière es-tu en train de résoudre ? Antoine parut momentanément désemparé, peu habitué à être contesté sur ses déclarations financières. Il s'agit de planifier, de créer un coussin de sécurité, d'être pragmatique.
Ou s'agit-il de contrôle ? Suggérai-je doucement. De prendre des décisions pour moi parce que tu as décidé que je ne peux pas les prendre moi-même. La question directe resta en suspens entre nous. Antoine prit une longue gorgée de son vin avant de répondre. « J'essaye de t'aider, » dit-il finalement, son ton suggérant qu'il parlait à quelqu'un de légèrement simple d'esprit. « Papa m'a demandé de veiller sur toi avant de mourir. » Cela me prit par surprise. Il a dit ça spécifiquement ? Eh bien, pas dans ces termes exacts, se déroba Antoine, mais il savait que tu aurais besoin de conseils en matière financière. Il s'est toujours occupé de tout. Je pensais à la documentation exhaustive que Richard avait laissée, aux préparatifs minutieux qu'il avait faits pour s'assurer que j'aurais non seulement la sécurité financière, mais une indépendance totale. Le contraste entre ce que Richard avait réellement fait et ce qu'Antoine prétendait qu'il avait voulu ne pouvait être plus frappant. « Je pense que je connaissais ton père mieux que toi, » dis-je tranquillement. « Et je ne crois pas du tout que c'est ce qu'il voulait. » L'expression d'Antoine se durcit. « C'est exactement ce que je craignais. Tu es émotive plutôt que pratique. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative avec la voiture. Cette initiative était illégale, lui rappelai-je. La voiture était uniquement à mon nom, tu n'avais aucun droit légal de la vendre. Un détail technique, rejeta-t-il à nouveau. La famille s'entraide. J'essaye de sécuriser ton avenir. » J'étudiais mon fils de l'autre côté de la table. Cette personne que j'avais élevée mais à qui j'avais échoué à inculquer les valeurs que Richard et moi avions vécues. La prise de conscience était douloureuse mais nécessaire. Antoine ne m'entendrait pas tant qu'il me verrait comme financièrement inférieur, et donc moins digne de respect ou d'autonomie. « J'apprécie le dîner, » dis-je en me levant de table. Mais je pense que nous devrions continuer cette conversation une autre fois, quand nous serons tous les deux disposés à nous écouter. Antoine parut surpris. « Tu pars ? Nous n'avons pas fini de discuter des arrangements pour la résidence pour seniors. »« Il n'y a rien à discuter, » répondis-je fermement. « Je ne vends pas ma maison et je n'emménage pas au jardin du parc. Ces décisions m'appartiennent. Pas à toi. » Alors que je prenais mon sac, l'expression d'Antoine passa de la surprise à la condescendance. « Maman, sois raisonnable, tu ne peux pas te débrouiller seule. Le jardinage, l'entretien, les finances, c'est trop. » Je m'arrêtai à la porte, me retournant pour lui faire face. Je me suis très bien débrouillée jusqu'à présent, Antoine, et je continuerai de le faire. La question n'est pas de savoir si je peux gérer ma vie sans ton père. C'est de savoir si tu peux supporter le fait que je n'ai pas besoin de ton contrôle déguisé en aide. Son visage devint rouge de colère, mais je partis avant qu'il ne puisse répondre, marchant calmement vers l'ascenseur, avec une étrange sensation de légèreté. Pour la première fois depuis la mort de Richard, j'avais tenu bon complètement, non seulement à propos de la voiture ou des outils, mais à propos de mon droit fondamental de diriger ma propre vie. En rentrant chez moi dans la Peugeot, que Richard avait si soigneusement entretenue, je réalisais que ce soir avait été un test important. Non pas pour Antoine, mais pour moi-même. J'avais fait face aux tentatives de mon fils de me contrôler sans révéler le pouvoir financier que je détenais maintenant. J'avais affirmé mon autonomie sur la base du principe plutôt que de la position. Richard aurait été fier. Et demain, lorsque Raj Patel effectuerait son inspection du logement 14B, apporterait un changement subtil mais significatif dans la dynamique entre mère et fils. Un changement qu'Antoine ne reconnaîtrait même pas avant bien plus tard. Le jeu avait changé, mais seul moi connaissais les nouvelles règles. La notification d'inspection de l'immeuble avait clairement plus secoué Antoine qu'il ne voulait l'admettre. Il appela 3 fois le lendemain matin, chaque message plus agité que le précédent. « Maman, cette inspection est ridicule. Ils n'en ont jamais fait avant. Ils demandent à tout vérifier. Plomberie, électricité, même les placards, c'est une intrusion. Peux-tu croire qu'ils menacent de résilier mon bail si je ne me conforme pas? Je paye un loyer premium pour cet endroit. » Je laissais les appels aller sur la messagerie vocale, me concentrant plutôt sur ma réunion avec Sophie Martin. Nous étions assises dans son bureau, examinant les portefeuilles immobiliers, avec une attention particulière pour les terrasses de la Croix-Rousse.
L'inspection est une procédure standard lorsque la propriété change de main, expliqua Sophie. Nous les menons dans toutes les propriétés, pour vous donner une compréhension complète des conditions actuelles. Et mon fils a-t-il été informé qu'il s'agissait d'une inspection due à un changement de propriétaire ? Demandai-je. Non, les locataires sont simplement informés qu'il s'agit d'une évaluation à l'échelle de l'immeuble. Votre statut de propriétaire reste confidentiel, conformément aux protocoles établis par Richard. J'ai hoché la tête, satisfaite, et Raj comprend qu'il doit traiter le logement de 14B exactement comme tous les autres. Pas d'attention particulière, positive ou négative. Absolument. C'est notre gestionnaire le plus professionnel, complètement discret. Dans l'après-midi, j'étais de retour dans ma modeste maison, m'occupant du jardin de Richard, tout en écoutant les messages vocaux de plus en plus frustrés d'Antoine. Le dernier arriva à 15h17, son ton passant de l'agacement à l'alarme. « Maman, tu ne vas pas croire ça. Le gérant de l'immeuble vient de me convoquer pour 3 violations de bail. Modification non autorisée du système de thermostat, plainte de bruit excessif et stockage inapproprié dans l'escalier de secours. Il menace de révoquer mon bail si je ne règle pas tout dans les 2 semaines. C'est ridicule. Je connais le propriétaire de la société de gestion par le travail. Je vais faire virer quelqu'un pour ça. » Je posais mes outils de jardinage, brossant de la terre de mes mains en considérant ce développement. Je n'avais pas ordonné à Raj de trouver des violations, mais je n'étais pas surprise qu'il en ait trouvé. Antoine avait toujours considéré les règles comme des lignes directrices flexibles qui ne s'appliquaient pas entièrement à lui. Mon téléphone sonna de nouveau. Martine, cette fois. « Ton fils vient d'appeler mon cabinet, » dit-elle sans préambule. « Il veut que je rédige une lettre de plainte à propriété fiable, pour harcèlement et application sélective. Apparemment, il y a eu une inspection. » Je ne pus m'empêcher de rire. « Lui as-tu dit que tu me représentais, pas lui ?» J'ai simplement dit que je devrais vérifier les conflits d'intérêts avant de pouvoir le conseiller, ce qui est techniquement vrai. Son ton devint sérieux. « Combien de temps comptes-tu maintenir cette mascarade, Eliane ? Plus cela dure, plus la révélation éventuelle devient compliquée. » Elle avait raison. Mon instinct initial de retenir l'information sur ma propriété de l'immeuble d'Antoine avait du sens pour évaluer son attitude sans le facteur compliqué de ma nouvelle richesse. Mais prolonger la tromperie beaucoup plus longtemps risquait de saper l'objectif ultime. Aider Antoine à renouer avec des valeurs au-delà du succès matériel et du statut. Je le lui dirai bientôt, promis-je. Mais j'ai besoin qu'il comprenne d'abord quelque chose de fondamental. Que son comportement a été inacceptable, quelle que soit ma situation financière. Eh bien, il prend certainement une bonne leçon avec cette histoire d'inspection, observa Martine. Parfois, les conséquences naturelles sont les professeurs les plus efficaces. Après avoir raccroché, je vérifiai ma montre. Antoine allait bientôt finir de travailler. Il était temps pour la phase suivante de ce que j'avais commencé à appeler l'opération ajustement de perspective. Je me rendis aux terrasses de la Croix-Roussée, arrivant à temps pour coïncider avec la fin de la journée. De travail de Raj. Il me salua professionnellement dans le hall, m'offrant un portefeuille en cuir. Le rapport d'inspection complet du logement 14B, Madame Dubois. Comme demandé. Il surlignait les violations réelles par rapport aux problèmes cosmétiques. Merci, Raj. Et la réponse du locataire, initialement argumentative, suivie de tentatives d'établir des liens sociaux qui pourraient passer outre les violations. L'expression neutre de Raj ne changea pas, mais un léger resserrement autour de ses yeux suggéra que ce n'était pas une expérience inhabituelle avec Antoine. Quand celles-ci se sont avérées infructueuses, il a indiqué qu'il réglerait les problèmes sous protêt. Je hochai la tête sans surprise. Veuillez continuer à traiter le logement 14B exactement comme n'importe quel autre appartement. Pas de traitement préférentiel, mais pas non plus d'application ciblée. Juste les protocoles standards. Bien sûr, Madame Dubois. Alors que Raj partait, je m'installai dans l'un des élégants fauteuils du hall avec le rapport d'inspection, me rendant visible dans l'entrée principale où les résidents rentrant du travail passeraient. Les violations étaient légitimes. Antoine avait installé un système de thermostat intelligent non autorisé qui interférait avec le système CVC central de l'immeuble,
accumuler de multiples plaintes de bruit de la part des voisins et entreposer son coûteux VTT dans l'escalier de secours plutôt que dans les zones de stockage désignées. Comme prévu, Antoine franchit les portes du hall à 17h45, son attention concentrée sur son téléphone. Il faillit passer devant moi avant de remarquer ma présence. « Maman », il s'arrêta brusquement, la confusion évidente sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je fermai calmement le portefeuille. « Je t'attends. En fait, je pensais que nous pourrions continuer notre conversation d'hier soir. » Son expression s'assombrit. « Ce n'est pas le bon moment. Je suis en train de gérer une situation ridicule avec la direction de l'immeuble. Un inspecteur en plein délire de pouvoir m'a verbalisé pour des problèmes complètement mineurs. »« Comme entreposer ton vélo dans l'escalier de secours ?» demandai-je innocemment. Les yeux d'Antoine se plissèrent. « Comment savais-tu ça ?»« Tu as mentionné des violations de bail dans ton message vocal, » lui rappelai-je. Ça semblait être un problème probable étant donné ta tendance à privilégier la commodité aux règles. Il rejeta cela d'un geste impatient. Le fait est qu'ils appliquent soudainement des règlements obscurs que personne ne suit. C'est du harcèlement ciblé. Ou peut-être est-ce une application cohérente des règles que tu n'as pas l'habitude de connaître, suggérai-je doucement. Parce que tu t'attends généralement à des exceptions. Antoine me dévisagea, sincèrement déconcerté par cette perspective. De quel côté es-tu ? Je suis ton fils. Je suis du côté de l'équité, Antoine. Les mêmes règles devraient s'appliquer à tout le monde, indépendamment de leur statut perçu ou de leur relation. Plusieurs résidents passèrent dans le hall, saluant respectueusement Antoine. Il appréciait clairement d'être reconnu, se redressant un peu, son expression passant à une importance décontractée. « Ne discutons pas de ça ici, » dit-il finalement. « Monte chez moi. » Alors que nous montions dans l'ascenseur, jusqu'au 14e étage, je réfléchis à la différence de comportement d'Antoine par rapport à son père. Richard avait commandé un respect authentique par son intégrité, sa compétence et son traitement constant de tous ceux qu'il rencontrait. Antoine cultivait l'apparence de l'importance, ajustant son comportement en fonction de ce qu'il pensait que les gens pouvaient faire pour lui. Dans son appartement, Antoine se versa immédiatement un whisky sans rien me proposer. L'inspection l'avait clairement plus secoué qu'il ne voulait l'admettre. « Je ne comprends pas pourquoi tu es là, » dit-il sans embâge. « Tu es venu me faire la morale sur le respect des règles ? Parce que c'est un peu fort venant de quelqu'un qui ne peut même pas gérer des finances de base sans aide. » La condescendance dans son ton renforça ma résolution. « En fait, je suis venu te rendre ça. » Je sortis un jeu de clés de mon sac à main. Ce sont les doubles des clés de la maison que tu as prises sans demander. Et pour te dire que j'ai échangé le code de sécurité. Antoine cligna des yeux de surprise. Tu réagis de manière excessive. J'avais besoin d'un accès pour aider à organiser les affaires de papa. Tu avais besoin de demander la permission d'abord, corrigeai-je. Tout comme tu avais besoin de ma permission avant de vendre la voiture ou de mettre les outils de Richard en vente. C'est ridicule, marmonna-t-il en vidant son whisky. Tu te comportes de manière irrationnelle. D'abord la voiture, maintenant les clés de la maison. C'est quoi la suite ? La suite, c'est une limite claire, dis-je calmement. Tu ne prends pas de décision concernant ma propriété, mes finances ou mes arrangements de vie sans mon consentement explicite. Ni parce que tu essaies d'aider, ni parce que tu penses savoir mieux que moi. Ma vie, mes choix. Antoine me dévisagea comme si je m'étais mise à parler une langue étrangère. Cette mère affirmée et fixant des limites lui était complètement inconnue. « Papa serait déçu de la façon dont tu gères ça, » dit-il finalement, utilisant ce qu'il pensait clairement être son argument le plus fort. Il savait que tu aurais besoin de conseils. Je touchai le pendentif en forme de clé à mon cou, y puisant de la force. Ton père croyait en moi plus que quiconque. Il faisait confiance à mon jugement, à ma résilience et à ma capacité à gérer tout ce qui se présenterait. Une brève instant, l'incertitude vacilla sur le visage d'Antoine. La première fissure dans sa conviction absolue qu'il comprenait les souhaits de son père mieux que moi. « Écoute, je sais que c'est une période difficile, dit-il.
son ton s'adoucissant pour devenir quelque chose de pratiqué et de condescendant. Le deuil rend les gens résistants au changement. Et si on mettait de côté la discussion sur la résidence pour seniors, pour l'instant, et qu'on se concentrait sur des étapes plus petites? Peut-être un conseiller financier pour aider à organiser la retraite de papa et tes comptes. J'étudiais mon fils, cette personne que j'avais élevée, mais à qui j'avais échoué à inculquer les valeurs que Richard et moi avions vécues. La prise de conscience était à la fois douloureuse et éclairante. Antoine ne m'entendrait pas vraiment tant que quelque chose ne perturberait pas son hypothèse fondamentale de supériorité. Je n'ai pas besoin d'un conseiller financier, dis-je simplement. Et je n'ai pas besoin que tu gères ma vie. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu règles ces violations de bail avant de compromettre ta situation de logement. Son expression se durcit à nouveau. Alors c'est ça. Tu es venu jusqu'ici pour me jeter cette affaire d'inspection au visage et récupérer des clés de maison. Répondis-je en me levant pour partir. Je suis venu d'établir des limites et te suggérer d'appliquer la même pensée critique à ton propre comportement que celle que tu appliques si rapidement à la direction de l'immeuble. Les règles existent pour des raisons, Antoine, même pour les gens qui se croient spéciaux. En quittant son appartement, je ne ressentis ni triomphe ni vengeance, seulement une calme certitude que je prenais enfin mon propre pouvoir en main, exactement comme Richard m'avait toujours vu. La révélation complète de ma situation financière viendrait assez tôt. Mais d'abord, Antoine avait besoin de cette leçon de perspective qu'aucune somme d'argent ne pourrait enseigner. 3 jours après l'inspection, je reçus une visite inattendue à ma porte. Antoine se tenait sur le porche, l'air inhabituellement débraillé, son apparence habituellement soignée, remplacée par des vêtements décontractés et une expression de confusion sincère. « Il faut qu'on parle », dit-il sans me saluer. « Il se passe quelque chose d'étrange. » Je le fis entrer, remarquant les cernes sous ses yeux et l'énergie nerveuse de ses mouvements alors qu'il arpentait mon petit salon. « La société de gestion de l'immeuble m'a convoqué à une réunion hier, commença-t-il. Pas seulement pour les infractions. Celles-là sont mineures. Je les ai déjà réglées. C'était différent. Il passa une main dans ses cheveux, un geste si réminiscent de Richard que cela me serra le cœur. Ils augmentent mon loyer de 30% au renouvellement de mon bail le mois prochain. Cela semble significatif, observai-je, gardant une expression neutre malgré le fait de savoir exactement pourquoi cela se produisait. Sophie m'avait consulté pour ajuster le loyer artificiellement bas d'Antoine afin qu'il corresponde au tarif du marché, une correction que j'avais approuvée. C'est scandaleux. Je suis locataire depuis 2 ans. Mon logement n'est pas différent de quand j'ai emménagé. Il cessa de faire les 100 pas pour me regarder. Mais ce n'est même pas la partie la plus étrange. Quand j'ai essayé de faire jouer mes relations, tu sais, mentionner les cadres que je connais par le travail, le gérant a dit quelque chose de bizarre. « Qu'a-t-il dit ?» demandai-je, sincèrement curieuse de la réponse de Raj. Il a dit « La direction a spécifiquement examiné votre situation et a déterminé que les tarifs correspondant au marché devraient s'appliquer, indépendamment des relations ou du statut du locataire. » Comme si quelqu'un avait spécifiquement parlé de moi. Le front d'Antoine se plissa. C'est personnel, comme si quelqu'un me ciblait. L'ironie était presque douloureuse. Pour la première fois, Antoine faisait l'expérience de ce que tant d'autres vivaient. L'application impartiale des règles sans considération particulière pour son importance perçue, et il trouvait cela non seulement frustrant, mais incompréhensible. C'est peut-être personnel, suggérai-je. Peut-être que quelqu'un a remarqué comment tu t'attends à un traitement de faveur et a décidé d'appliquer les politiques standards à la place. Antoine me dévisagea. « De quel côté es-tu ? Je suis venu ici pour du soutien, pas pour des critiques. »« Je suis du côté de l'équité » répétai-je mes mots de notre conversation précédente. « Pourquoi devrais-tu payer moins que tes voisins pour le même appartement ?»« Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne » s'exclama-t-il, exaspéré. « C'est une question de qui tu connais, des relations que tu cultives. J'ai passé des années à construire des relations professionnelles. Et tu penses que ces relations devraient te donner le droit de payer moins de loyer que quelqu'un qui n'en a pas ? En quoi est-ce que juste ?» Il me regarda comme si j'étais délibérément obtuse. « La vie n'est pas juste, maman. Papa comprenait ça. »
C'est pour ça qu'il a travaillé si dur pour nous donner des avantages. La déformation des valeurs de Richard alluma quelque chose en moi. Ton père croyait qu'il fallait mériter ce que l'on recevait par un travail honnête et en traitant les gens avec le même respect, quel que soit leur statut. Il n'a jamais cherché de traitement de faveur ou d'avantages basés sur des relations. Antoine ricana. C'est pour ça qu'il est resté mécanicien toute sa vie au lieu de mettre à profit ses compétences pour devenir manager ou propriétaire. Il manquait d'ambition. L'évaluation dédaigneuse des choix de vie de Richard, prononcée si nonchalamment dans la maison que nous avions bâtie ensemble, cristallisa exactement pourquoi cette leçon était nécessaire. Antoine avait complètement perdu de vue ce qui constituait réellement le succès et la valeur. Ton père, dis-je prudemment, était exactement là où il voulait être, faisant un travail qu'il trouvait significatif et honorable. Que tu mesures sa vie à son titre ou à son revenu en dit plus sur tes valeurs que sur ses réalisations. Quelque chose dans mon ton a dû le pénétrer, car l'expression d'Antoine passa de dédaigneuse à incertaine. Il jeta un coup d'œil autour du modeste salon avec ses meubles confortables mais usés, les photos de famille couvrant les murs, les étagères remplies de volumes bien lus. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour nous deux, » dit-il finalement, sa voix moins assurée. « Une vie meilleure que celle-ci. La sécurité financière, un statut qui ouvre des portes. Et tu supposes que je n'ai pas ces choses parce qu'elles n'ont pas l'apparence que tu attends d'elles, observai-je. Cela en dit long sur la façon dont tu mesures la valeur, Antoine. Il s'affaissa sur le canapé, l'air soudain épuisé. Je ne comprends pas ce qui se passe dernièrement. D'abord l'histoire de la voiture, puis l'inspection, maintenant cette augmentation de loyer. C'est comme si l'univers conspirait contre moi. Ou peut-être qu'il supprime simplement le traitement de faveur auquel tu t'es habitué, suggérai-je, te montrant ce qu'est la vie pour les gens qui ne croient pas avoir droit à des exceptions. Antoine leva brusquement les yeux. « Tu as changé, maman. Depuis que papa est mort, tu es différente. Plus dure, plus critique. » « Pas plus dure. » corrigeai-je. Plus claire sur mes limites, mes valeurs et ce que je suis prête à accepter des autres, y compris de toi. Un silence inconfortable s'installa entre nous. Pour peut-être la première fois de sa vie d'adulte, Antoine était confronté à la possibilité que sa vision du monde, où le statut l'emportait sur le caractère et les relations sur les règles, puisse ne pas être universellement partagée ou acceptée. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire pour l'augmentation de loyer ? Demanda-t-il finalement. Je peux me le permettre, mais c'est une question de principe. J'ai été un locataire parfait. Sauf pour les violations de bail, fis-je remarquer. Des détails techniques mineurs. Qui importent aux personnes responsables de la sécurité et de la gestion de l'immeuble. Je soutins son regard fermement. Mais tu as des choix, Antoine. Payer le prix du marché comme tout le monde, trouver un appartement moins cher, ou présenter un argumentaire sincère basé sur ton historique de locataire réel plutôt que sur tes connaissances. Il parut vraiment y réfléchir un instant avant que son expression ne se durcisse à nouveau. J'ai l'impression qu'on essaye de me donner une sorte de leçon, et je n'apprécie pas ça. Parfois, la vie fait ça, acquiesçai-je. Elle nous enseigne des leçons auxquelles nous n'avons pas souscrit, mais dont nous pourrions avoir besoin. Antoine se leva brusquement. Je devrais y aller. Clairement, je n'obtiendrai pas le soutien que j'attendais ici. En se dirigeant vers la porte, il s'arrêta près de la table d'appoint où se trouvait une nouvelle photo encadrée. Richard dans son atelier, entouré des outils qu'Antoine avait essayé de vendre, son visage illuminé par la joie de la création et du service. « Papa m'aurait aidé avec ça, » dit doucement Antoine. Qu'il aurait passé des coups de fil, trouvé une solution. Ton père se serait attendu à ce que tu assumes les conséquences de tes choix avec intégrité, corrigeai-je doucement, et à ce que tu considères que payer le même loyer que tout le monde est peut-être simplement la bonne chose à faire. Après le départ d'Antoine, je m'assis dans le fauteuil préféré de Richard, passant mes doigts sur les accoudoirs usés où ses mains avaient reposé pendant tant d'années. La conversation avait été difficile, mais nécessaire.
La première fois que je contestais directement la vision du monde arrogante d'Antoine, sans me cacher derrière la politesse ou l'accommodement maternel. Mon téléphone vibra avec un texto de Sophie. Le locataire du 14B a demandé une réunion de suivi pour discuter de l'ajustement du loyer. Comment souhaitez-vous que nous procédions ? Je considérais attentivement mes options. La voie facile serait de révéler ma propriété maintenant, en utilisant le pouvoir financier pour forcer le respect d'Antoine. Mais cela lui apprendrait la mauvaise leçon, que l'argent et non le caractère était ce qui comptait vraiment. Procéder avec les protocoles standards. Textai-je en retour. Pas d'exception, pas de traitement de faveur, mais documenter soigneusement toutes les interactions. La voie plus difficile, permettre aux conséquences naturelles de se dérouler tout en maintenant des limites appropriées, prendrait plus de temps et impliquerait plus d'inconfort pour nous deux. Mais s'il y avait un espoir d'aider Antoine à renouer avec les valeurs que Richard et moi avions essayé d'inculquer, c'était la seule approche viable. Alors que la soirée s'installait sur la maison que Richard et moi avions partagée pendant des décennies, je sentis sa présence plus fortement qu'à aucun autre moment depuis sa mort. Non pas comme un fantôme ou une visite spirituelle, mais comme l'influence durable d'une vie bien vécue, guidée par des principes plutôt que par des apparences, par la substance plutôt que par le statut. « J'essaye, murmurai-je à la pièce vide, d'honorer ce que tu as construit, de me tenir debout dans ma propre force, et d'aider notre fils à retrouver le chemin de ce qui compte vraiment. » Aucune réponse ne vint, bien sûr, mais en touchant le pendentif en forme de clé à mon cou, je ressentis une calme certitude que j'étais sur la bonne voie, non seulement pour moi-même, mais aussi pour Antoine. Le sol se dérobait sous ses pieds, remettant en question des hypothèses qu'il avait entretenues depuis trop longtemps. Qu'il trouve un meilleur équilibre ou continue de trébucher, restait à voir. « Je pense qu'il est temps, » dit Martine, alors que nous partagions un déjeuner dans un petit café près de son cabinet. Une semaine s'était écoulée depuis la visite d'Antoine au sujet de l'augmentation de loyer. Une semaine de silence ostensible de la part de mon fils, rompu seulement par un texto laconique m'informant qu'il gérerait la situation du loyer lui-même et n'avait pas besoin de mon avis. « Tante, pourquoi ?» demandai-je, bien que je soupçonne la réponse. « Il est temps d'arrêter la mascarade. » Elle posa sa fourchette avec une précision caractéristique. Antoine a eu ses premières leçons de conséquence et de perspective. Si tu attends trop longtemps pour révéler toute la vérité, la tromperie elle-même deviendra le problème plutôt que le comportement que tu essaies de corriger. Je hochai lentement la tête, reconnaissant la sagesse de son évaluation. J'ai pensé la même chose, mais je veux que la révélation soit significative, pas seulement choquante. Je veux qu'elle illumine les valeurs que Richard a vécues, pas seulement les actifs qu'il a bâtis. « Oh, alors, quel est ton plan ?» Les yeux de Martine brillaient d'intérêt. « Les eaux utiles de Richard, » répondis-je. « Ceux qu'Antoine voulait vendre pour de l'argent rapide. Je pense qu'ils détiennent la clé de la bonne approche. » Après le déjeuner, je me rendis à la banque où Richard avait gardé son coffre-fort. En utilisant la clé qu'il avait laissée dans sa lettre, je l'ouvris pour la première fois. À l'intérieur se trouvaient des documents méticuleusement organisés, des actes de propriété, des dossiers d'investissement, des polices d'assurance, tous soigneusement étiquetés et référencés. Richard avait préparé cela pendant des années, créant un système complet que je pouvais naviguer sans ses conseils. Mais niché parmi les papiers juridiques se trouvait quelque chose d'inattendu. Un petit carnet relié en cuir avec « Pour Eliane », écrit sur la couverture de l'écriture précise de Richard. Je le glissai dans mon sac à main, le gardant pour un moment privé. Ce soir-là, je m'assis dans notre chambre et ouvris le carnet avec des mains tremblantes. Ce n'était pas un journal intime au sens traditionnel, mais plutôt une série de lettres que Richard m'avait écrites au fil des ans, documentant ses pensées sur notre vie ensemble, ses espoirs pour Antoine et, plus pertinemment, la philosophie derrière sa stratégie d'investissement discrète. 12 novembre 2003. Ma très chère Eliane, aujourd'hui, j'ai acheté la 4e propriété, le petit immeuble d'appartement de la rue de la Martinière. Antoine m'a demandé pourquoi je perdais encore du temps à réparer les voitures des autres alors que je pourrais monter en grade. Il ne comprend pas encore que la vraie valeur ne se trouve pas dans les titres ou les bureaux d'angle, mais dans un travail qui a du sens
et des choix qui reflètent nos principes les plus profonds. Chaque propriété que j'achète est sécurisée à ton nom via la SARL mécanique du bois. Non pas pour des avantages fiscaux ou une protection de responsabilité, bien que ceci existe, mais parce que tout ce que je construis est destiné à toi, à nous, pour créer une liberté de choix, plutôt qu'une obligation envers les attentes des autres. J'espère qu'un jour, Antoine comprendra que la richesse n'est pas destinée à nous élever au-dessus des autres, mais à éliminer les pressions qui pourraient autrement nous forcer à compromettre ce qui compte le plus. L'argent devrait acheter la liberté de vivre selon nos valeurs, pas les remplacer par un statut creux. Tout mon amour, Richard. Les larmes brouillèrent ma vision alors que je lisais entrée après entrée, s'étalant sur près de 3 décennies, la voix de Richard me parvenant d'outre-tombe, affirmant les leçons mêmes que j'essayais maintenant d'enseigner à notre fils. La dernière entrée, datée de seulement 2 semaines avant sa crise cardiaque, me frappa avec une force particulière. 3 avril 2023. Ma très chère Eliane, les nouvelles du médecin aujourd'hui n'étaient pas bonnes. Mon cœur est plus faible que nous ne le pensions. J'ai accéléré les derniers préparatifs, m'assurant que tout est correctement structuré pour ta sécurité. Martine sait quoi faire si les choses progressent plus rapidement que nous l'espérons. Je m'inquiète le plus pour Antoine. Il a construit son identité sur des marqueurs externes de succès, tout en manquant la satisfaction plus profonde de vivre avec intégrité et but. Mon plus grand espoir est qu'il finisse par reconnaître ce qui constitue vraiment une vie bien vécue. Pas l'accumulation ou le statut, mais la contribution et le caractère. Mes outils, ceux qu'il a toujours considérés comme de vieux équipements, représentent cette philosophie mieux que tout ce que je possède. Chacun a aidé à créer quelque chose de valeur, à réparer ce qui était cassé, à construire ce qui était nécessaire. Ce ne sont pas seulement des instruments, mais l'incarnation des principes que j'ai essayé de vivre. Si je n'ai pas la chance de lui montrer cela moi-même, peut-être qu'un jour tu pourras l'aider à voir que les choses les plus précieuses que je laisse derrière moi ne sont pas des propriétés ou des investissements, mais l'exemple de mesurer la valeur par la contribution plutôt que par l'acquisition. Tout mon amour, toujours. Richard. Je fermai le carnet. Les derniers mots écrits de Richard se gravant dans mon cœur. La révélation était à la fois douloureuse et éclairante. Il avait su que son temps m'était limité, avait accéléré ses préparatifs tout en me protégeant de l'inquiétude, et avait gardé l'espoir que Antoine comprenne un jour ce qui comptait vraiment. La voie à suivre se cristallisa avec une clarté parfaite. Les outils de Richard seraient en effet la clé, non seulement comme des objets physiques, mais comme l'incarnation des valeurs qu'ils représentaient. Le lendemain matin, j'appelai Sophie Martin avec des instructions spécifiques concernant la prochaine réunion de négociation de loyer d'Antoine. Puis je composai le numéro d'Antoine. Maman. Il parut surpris de m'entendre après une semaine de silence. « Tout va bien ?» ?»« Tout va bien, » l'assurai-je. Je me demandais si tu pouvais passer à la maison demain soir. J'ai quelque chose d'important à te dire. Si c'est à propos de la situation du loyer, je m'en occupe, dit-il, un ton défensif revenant dans sa voix. J'ai une réunion avec la direction demain après-midi. Ce n'est pas à propos de ton appartement, dis-je sincèrement. C'est à propos des outils de ton père. La confusion remplaça la défensive. Les outils ? Je croyais que tu avais dit qu'ils n'étaient pas à vendre. Ils ne le sont pas, mais ils sont plus importants que nous ne le pensions tous les deux. S'il te plaît, Antoine. Demain à 18h. Après un moment d'hésitation, il accepta. Je passai la journée suivante à me préparer, arrangeant soigneusement l'atelier de Richard exactement comme il l'avait laissé. Des outils méthodiquement organisés sur des panneaux perforés et dans des tiroirs. Des projets à divers stades d'achèvement positionnés dans l'espace. La petite télévision dans le coin où il regardait les matchs de foot tout en travaillant sur des réparations particulièrement longues. Quand Antoine arriva, je l'accueillis à la porte, vêtu non pas de mes vêtements décontractés habituels, mais de la chemise impeccable et du jean qui avait été ma tenue standard pendant les années où j'avais travaillé aux côtés de Richard dans son atelier avant de prendre le poste à l'hôpital. « Entre », le saluai-je.
Merci d'être venu. Il me suivit à travers la maison avec une appréhension visible. De quoi s'agit-il, maman ? Ton message était plutôt énigmatique. Je veux te montrer quelque chose que ton père a laissé, expliquai-je, le conduisant vers le garage détaché qui avait servi d'atelier à Richard pendant des décennies. Quelque chose que je pense que tu dois voir pour comprendre les événements récents. L'odeur familière de métal, d'huile et de bois nous accueillit alors que j'ouvrais la porte de l'atelier. La signature sensorielle du domaine de Richard qui me serra la gorge de manière inattendue. Antoine s'arrêta sur le seuil, son expression vacillant avec ce qui aurait pu être une nostalgie réticente. « L'atelier de papa » murmura-t-il. Il avait l'air exactement pareil. « Parce qu'il est important exactement tel qu'il est » répondis-je, me dirigeant vers l'établi où j'avais placé le carnet de Richard et un jeu d'outils spécifique. Et ces outils ne sont pas seulement des instruments, Antoine. Ils ont bâti notre vie ensemble, payé tes études, entretenu notre maison, servi notre communauté. Antoine se tortilla mal à l'aise. Je sais qu'ils se contiennent beaucoup pour papa. Plus que ça, je pris une clé à molette bien usée, la préférée de Richard. Cet outil seul a probablement généré des dizaines de milliers d'euros au fil des ans, non pas par sa valeur de revente, mais par son utilisation réfléchie dans les mains expertes de Richard. Je fis un geste autour de l'atelier. Ton père aurait pu vendre ces outils il y a des années et prendre un poste de direction, comme tu le suggérais. Il a eu plusieurs offres, mais il a choisi de rester mécanicien parce qu'il valorisait la création et le service, plus que le statut ou le titre. La posture défensive d'Antoine s'adoucit légèrement. Qu'est-ce que cela a à voir avec ce dont tu voulais discuter ? Tout. Je lui tendis le carnet de Richard. Avant que tu ne lises ceci, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose qui changera ta façon de comprendre ton père, notre famille et les événements récents de ta vie. Antoine prit le carnet avec une confusion visible. De quoi parles-tu ? Ton père n'était pas seulement un mécanicien, Antoine. C'était sa passion et sa profession, mais pas sa seule compétence. Je pris une profonde inspiration. Tout en travaillant de ses mains et en facturant des prix justes que les gens ordinaires pouvaient se permettre, Richard construisait aussi tranquillement autre chose. Quelque chose qu'il a gardé privé pour des raisons spécifiques. Il construisait quoi ? La curiosité d'Antoine était clairement piquée, malgré son désir de maintenir une distance émotionnelle. Un portefeuille immobilier actuellement évalué à environ 4,5 millions d'euros, déclarai-je simplement, incluant, entre autres propriétés, les appartements de luxe des terrasses de la Croix-Rousse où tu vis. Le carnet glissa des doigts soudainement inertes d'Antoine. Je le rattrapai avant qu'il ne heurte le sol en béton. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Papa était mécanicien. Nous vivions comme ça. Il fit un geste vers le modeste atelier. Nous vivions selon nos valeurs, corrigeai-je doucement. Le confort sans ostentation, la sécurité sans recherche de statut, le but au-delà de l'accumulation. C'était des choix, Antoine, pas des limitations. Ses yeux s'écarquillèrent alors que la compréhension commençait à poindre. Tu veux dire que papa possédait mon immeuble ? Que tu le possèdes maintenant ? La SARL mécanique du bois le possède, confirmai-je. Une société que Richard a créée il y a 30 ans, enregistrée uniquement à mon nom depuis le début, la même société qui possède 16 autres propriétés résidentielles et 3 bâtiments commerciaux à travers Lyon. Antoine s'affaissa sur le tabouret de l'atelier de Richard, sa vision du monde s'effondrant visiblement. L'inspection, l'augmentation de loyer. Ce n'était pas une coïncidence. Non, reconnus-je. Après que tu as vendu ma voiture sans permission, j'ai découvert ce que Richard avait bâti pour nous, y compris le fait que tu payais un loyer inférieur au marché dans un immeuble que je possède. Tout en me suggérant de prendre le bus pour aller au travail, parce que je ne pouvais pas me permettre une assurance auto. La dure réalité de ces actions, mises à nu dans ce nouveau contexte, laissa Antoine momentanément sans voix. Je posai doucement le carnet sur l'établi à côté de lui. Ceci contient les pensées de ton père sur ce qu'il construisait, et pourquoi,
Ses espoirs pour nous deux, ses inquiétudes sur les valeurs que tu embrassais. Je touchai légèrement son épaule. Je te laisse seule pour le lire. Prends tout le temps dont tu as besoin. Alors que je me tournais pour partir, Antoine retrouva sa voix. Maman, Nous parlerons après que tu l'auras lu, dis-je tranquillement. Certaines vérités doivent être absorbées avant de pouvoir être discutées. Je le laissai dans l'atelier, entouré des outils qu'il avait tenté de vendre. Des outils qui représentaient tout ce que Richard avait valorisé et tout ce qu'Antoine avait progressivement rejeté dans sa quête de statut et d'apparence. La révélation était complète. Maintenant, le travail le plus difficile commencerait. Aider mon fils à retrouver le chemin des valeurs qui constituaient vraiment l'héritage de son père.